Bonsoir à tous. C'est un jour férié au Bénin, une journée consacrée à la célébration des religions endogènes. Elle se termine bien sûr sur le grand rendez-vous ce soir qui vous réserve un menu bien sûr axé sur les différents angles de cette célébration. Bienvenue à chacun et à tous et suivez la météo. Merci à tous de nous suivre sur le grand rendez-vous. Avant, bien sûr, de vous livrer le menu concernant l'actualité de ce jour, nous parlerons de l'agroécologie sur la rubrique Monde agricole. Comment fonctionne alors ce concept agricultural respectueux de l'environnement? Réponse sur Monde agricole tout à l'heure. À l'ère du retour des biens pillés en temps colonial, il est remarqué aujourd'hui le départ d'autres objets de culte vaudou et autres objets bien sûr d'art culturel du continent et particulièrement du Bénin pour l'Occident. Mais comment expliquer cet état de choses et quelle loi encadre enfin l'utilisation et la vente des objets d'art, des biens culturels au Bénin? Horizon Culture va s'en charger. Et bientôt, chers téléspectateurs, les nouveaux adeptes du culte vaudou ne passeront plus autant de temps dans les couvents que ceux précédents. En tout cas, on aura le temps de revenir sur ces réformes qui sont donc en train d'être annoncées par les dignitaires du culte vaudou au Bénin sur la rubrique Expert de ce grand rendez-vous qui va vous livrer tout à l'heure à 19h45 exactement. Le journal L'actualité certainement sera collé également au culte vaudou, à la célébration bien sûr des religions endogènes au Bénin. Monde agricole avec une grosse interrogation ce soir. Comment fonctionne en fait ce concept agricultural respectueux de l'environnement? L'agroécologie, c'est quoi en réalité? Toutes les réponses derrière ce reportage signé Marcel Betojo. L'agroécologie est un ensemble de théories, de réalités scientifiques et de techniques d'exploitation agricole basées sur l'écosystème. Elle respecte trois principes fondamentaux, à savoir l'écologie, le social et le culturel. Sur le plan économique, c'est une agriculture qui alimente les marchés locaux et qui est faite, pratiquée par les communautés locales à la base. C'est une agriculture qui respecte l'environnement, la santé humaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas pratiquer cette agriculture tout en portant atteinte à la terre. Ça doit respecter la culture. On ne peut pas faire l'agroécologie en produisant ce qu'on ne mange pas dans sa communauté. L'agroécologie
nécessite un mode de fonctionnement approprié et s'adapte à un type de sol spécifique. C'est zéro pesticide chimique, c'est zéro engrais chimique. Et on travaille avec les mains. Ça ne veut pas dire que l'agroécologie n'utilise pas les machines agricoles, pas du tout. Lorsque le paysan en a besoin, il peut les utiliser bel et bien pour aller loin dans son travail. Les sols qui sont propices à l'agriculture, c'est les sols fertiles. C'est-à-dire on travaille la terre en laissant des arbres pour que l'humus tombe sur la terre et fertilise encore la terre davantage. Au Bénin, la pratique de l'agroécologie peine à rentrer dans le comportement des producteurs. Ce qui se passe au Bénin actuellement est dangereux parce que nous nous adonnons malheureusement à des modes de production et des modes de consommation qui sont néfastes à la biodiversité, à l'environnement et à la santé. Tout le monde a tendance à croire aujourd'hui que pour produire des légumes, du maïs, même des ignames, il faut ajouter de l'engrais chimique. Il faut produire avec zéro pesticide de synthèse chimique et zéro fertilisant chimique de synthèse. Zéro pesticide de synthèse chimique, zéro fertilisant chimique de synthèse serait la solution pour une production de qualité dans un environnement sain. Pensez également à vulgariser davantage cette pratique et prévoir un arsenal juridique autour de l'agroécologie pourrait inciter l'implication des uns et des autres. Voilà, c'est avec Jerry Tiakpe que nous allons continuer la discussion autour de l'agroécologie sur ce plateau. Bonsoir, Jerry. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau nous parler de l'agroécologie. Paraît-il qu'au Bénin, on pratiquait déjà l'agroécologie? Oui, monsieur le journaliste, je vais vous dire, l'agroécologie, en réalité, ce n'est pas seulement au Bénin qu'on pratiquait déjà l'agroécologie. L'agroécologie, c'est... je vais dire, le thème agroécologie même, c'est un nouveau thème. Sinon, en réalité, la pratique même existait depuis fort longtemps. Voilà. Parce que déjà, lorsqu'on prend l'agroécologie, pour définir rapidement, c'est l'utilisation des ressources et des mécanismes de la nature dans le but d'une production agricole. Et donc, quand je parle déjà de cette définition, on comprend tout simplement que on exploite tout simplement les opportunités qui existent dans la nature dans le but d'une production agricole. Donc, partant de là, on comprend déjà que cette forme d'agriculture a déjà existé depuis fort longtemps. Disons que c'est d'ailleurs la toute première forme d'agriculture qui existait depuis fort longtemps, jusqu'à l'avènement de la révolution industrielle qui a entraîné une forte industrialisation de l'agriculture. Et c'est à ça que nous assistons, l'agriculture à laquelle nous assistons aujourd'hui, qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, qui nécessite l'utilisation de tout un tas de produits phytosanitaires, la forte mécanisation, ainsi de suite. Donc, disons que c'est une agriculture qui existait déjà depuis très longtemps et c'est la modernisation qui a fait que, bon, ces pratiques-là ont pris de recul et tout le monde veut s'accommoder maintenant à ce qui se fait, c'est-à-dire pratiquer tout ce que nous avons comme technique conventionnelle. Conventionnelle. Oui, quand on parle d'agriculture conventionnelle, vous avez dit tout à l'heure qu'on utilise les machines agricoles, on utilise les pesticides chimiques et autres, mais on a suivi tout à l'heure dans le reportage, comme M. Sabo disait, qu'on peut utiliser également les machines agricoles dans l'agroécologie. Vous êtes d'accord avec cette Je suis d'accord. Il a bel et bien dit, lorsque le producteur exprime le besoin, il peut l'utiliser seulement, il ne faut pas en abuser, c'est tout. Ah oui, il ne faut pas en abuser. Donc on peut utiliser les machines agricoles. À quel état de l'agriculture? Est-ce que c'est pour labourer? Est-ce que c'est pour récolter? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut l'utiliser à toutes les étapes? L'utiliser à toutes les étapes, je dirais, ça dépend de l'échelle, la taille de la production. Lorsque cela est si nécessaire et que la main-d'œuvre est un peu rare, on peut l'utiliser. Sinon, on peut utiliser aussi, quand on parle de machines agricoles, n'oublions pas, il y a aussi l'attraction, l'association des animaux, l'attraction animale. C'est une opportunité naturelle aussi. C'est une opportunité naturelle qu'on peut utiliser et qui existait déjà. On voit en Asie, les gens ont domestiqué par exemple le buffle, l'éléphant. Voilà. Il y a ces alternatives-là qui
qui en réalité existaient déjà. Mais nos buffles sont dans le parc Pengari, on n'en fait rien. Pas forcément les buffles, pas forcément nos buffles. Il y a les bœufs qui sont déjà domestiqués. Oui, c'est pour vous dire, bon, les bœufs, on les élève à la maison, tout le monde le sait, mais les buffles ont beaucoup plus de force que les... Exactement. Que le plus important, c'est qu'il faut penser à beaucoup plus à des techniques, des machines sobres en consommation d'énergie. OK. Donc, des machines sobres en consommation de l'énergie. Qui émettent le moins que possible les gaz dans l'environnement. Parce qu'il y a ce phénomène aussi de réchauffement climatique qui est dû à l'émission des gaz. Et aussi, ces gaz-là, c'est ça, la plupart on appelle les gaz à effet de serre, qui contribuent au réchauffement, ou bien qui sont la grande partie les éléments qui réchauffent aujourd'hui notre planète et qui nous conduit aux différents phénomènes climatiques auxquels nous assistons. Donc, dans ce cas, mais quand on produit l'agroécologie, on doit produire ce qu'on mange. C'est ce qu'il a dit également. C'est ça. L'agroécologie, parce que c'est l'un de ses principaux objectifs, c'est assurer la sécurité alimentaire. OK. Alors, la sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est produire ce que nous pouvons manger. Produire en quantité, de telle façon que, autant que nous sommes, nous puissions manger bien et de façon saine. Que ce que nous mangeons soit en même temps notre médicament. OK. Voilà. En réalité, donc c'est ça l'agroécologie. Ce que nous mangeons. C'est ça qu'on doit en réalité produire. C'est ça. Avec les opportunités que nous offre la nature. Bien sûr, en exploitant tout simplement les opportunités que nous offre la nature, les ressources qui sont disponibles, en se basant sur les savoir-faire. Et aussi, c'est là la dimension culturelle de l'agroécologie. Parce qu'au-delà des pratiques, c'est tout un mode de vie, l'agroécologie. C'est toute une philosophie et ce n'est pas seulement pratiquer ci, pratiquer ça, tel. Non. Il faut forcément que l'homme s'intègre dans l'environnement, considère les interactions qui existent dans l'environnement, qu'on essaie de comprendre. Parce que tant que vous n'avez pas compris les interactions qui existent dans l'environnement, vous ne saurez pas vraiment les exploiter à leur juste valeur pour pouvoir en tirer profit comme cela se doit. Donc, il suffit de tirer le plus que possible les opportunités qui existent entre l'interaction entre les hommes, entre les animaux, entre les plantes et le milieu dans lequel, le territoire sur lequel on est. Donc, il va falloir une grande observation avant de commencer par exploiter une terre, par exemple, quand on veut pratiquer de l'agroécologie. Oui, lorsqu'on veut pratiquer de l'agroécologie, il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres autour du territoire sur lequel on est. Parce que la façon de pratiquer l'agroécologie dans une zone A n'est forcément pas la même dans une zone B, parce que nous n'avons pas les mêmes opportunités. La nature n'a pas offert les mêmes opportunités à ces deux différentes zones. Donc, il faut bien observer. Et puis, aussi, lorsqu'on n'a pas les connaissances aussi, il faut essayer de se rapprocher des spécialistes pour leur dire, voilà, je suis dans telle zone agroécologique, comment je vais pouvoir faire pour tirer, pour dépenser le moins possible et exploiter au maximum les éléments qui sont dans mon milieu et pour que ma production soit quand même rentable. Voilà. Rentable. Alors, quand on a des produits issus de l'agroécologie aujourd'hui sur le marché, est-ce que c'est des produits prisés? Parce que c'est ça aussi le problème. Oui, c'est ça aussi le problème. Parce que dans l'élément témoin, il a parlé de la commercialisation. Oui. A priori, ça ne devrait pas être prisé. Tout simplement parce que lorsque vous vous basez réellement sur les éléments de la nature, les opportunités que la nature vous offre, vous convenez avec moi que ça doit revenir à moins de coûts. À moins de coûts. Vous comprenez? Oui. Maintenant, seulement que certaines techniques nécessitent, lorsque vous êtes... Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que lorsqu'on est dans certaines localités et on veut adopter certaines pratiques telles que, je suppose, le compostage et autres là, et que le milieu n'offre réellement pas ces opportunités. Je suppose quelqu'un qui veut faire du compost et qui veut mélanger à son compost, par exemple, des fientes de volaille et autres là, alors qu'il n'a pas sur sa ferme un poulailler ou bien il ne fait pas l'élevage des oiseaux et autres là. Vous comprenez avec moi que aller chercher ces éléments-là, ça va lui revenir cher. Donc, ce qui conduit, ce sont ces petits paramètres-là qui font que, en réalité,
parfois, sur le marché, on constate que ces produits-là sont prisés. Mais, a priori, lorsqu'on est dans l'agroécologie, parce que quelqu'un qui fait l'agroécologie ne peut pas séparer la production végétale de la production animale. Les deux doivent forcément aller de pair. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, lorsqu'on est dans cette intégration sur sa ferme, je pense que, normalement, les produits ne doivent pas être prisés. Au contraire, les produits-là doivent être à moindre coût et de bonne qualité pour notre santé. Pour notre santé. Merci beaucoup à vous, Jerry Tiakbe. Aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, est-ce que les producteurs béninois sont vraiment friands de la chose? Est-ce qu'ils acceptent aujourd'hui revenir à ces pratiques-là qui existaient? Bien sûr, lorsqu'on le leur explique véritablement, parce que d'ailleurs, les effets de l'agriculture conventionnelle qui existent aujourd'hui sont des effets qui sont vus, que tout le monde voit, c'est vu au-dessus de tout le monde. Lorsqu'on dit par exemple, il n'y a pas cette campagne-là agricole pendant laquelle, ou bien à la suite de laquelle on n'entend pas les problèmes d'intoxication alimentaire suite à l'usage de tel ou tel produit phytosanitaire. Ils sont au courant de ça, ils le savent très bien. Alors, le problème, c'est que revenir en arrière, c'est ça qui est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais quand ils comprennent, ils le savent, et avec l'appui des uns et des autres, ils vont l'adopter. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont véritablement compris et l'adoptent déjà. L'autre aspect que je vais vous dire aussi, c'est que lorsque vous allez, parce que nous, on travaille beaucoup plus avec les producteurs à la base, lorsque vous allez sur les fermes parfois, vous allez constater que lorsque vous prenez un champ, par exemple, d'une culture quelconque, vous allez voir deux types de production. Ah, oui. Il y a ce que le producteur produit pour lui-même et il y a ce qu'il produit pour le marché. L'agroécologie pour lui? Bon, si on peut dire comme ça, il y a ce qu'il produit pour lui-même parce qu'il est conscient. Il est conscient que l'usage de tel produit, ça c'est pas aussi bon, mais parce qu'il a des contraintes économiques, parce qu'il doit écouler ses produits, il le fait. Il le fait. Voilà. Vraiment, il va falloir qu'on organise mieux notre environnement agricultural pour pouvoir permettre à ce que l'agroécologie soit répandue et que cela devienne d'ailleurs même une obligation sur toute l'étendue du territoire national. Exactement. Merci à vous. À Merci très bientôt. Beaucoup. Oui. Alors, on continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. On passe maintenant dans notre patrimoine, si vous voulez, hein, à un sujet qui parle de notre patrimoine. On constate aujourd'hui que le retour est en train d'être fait par rapport donc aux objets, aux biens culturels pillés au temps pendant la période coloniale. Mais aujourd'hui, c'est le retour. On constate en réalité qu'il y a d'autres objets qui partent du continent africain. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Quelle loi encadre l'utilisation et la vente, bien sûr, de ces objets? On aura le temps d'aborder tout ça. C'est sur Horizon Culture et tout de suite. C'est vrai que nous sommes à l'ère du retour des biens pillés en temps colonial, mais on remarque tout simplement le départ d'autres objets du culte vaudou surtout et d'autres objets d'art culturel, pourquoi pas, du continent africain et particulièrement du Bénin pour l'Occident. Mais comment on peut donc expliquer une telle situation, un vent, je dirais, contre-courant carrément par rapport donc aux idéaux, aux objectifs des États africains aujourd'hui. Horizon Culture va parler de cela juste derrière ce reportage signé Arnaud Adadja. Ces statuettes ou autres objets de culte béninois ou africains spirituellement dotés de pouvoir qui se retrouvent dans des salons d'individus passionnés de l'art ou dans des musées et qui choquent à l'œil de l'initié. Cet objet-là ne doit se trouver nulle part ailleurs que dans un espace sacré. Vous me dites qu'il arrive qu'on retrouve ces objets ailleurs. Ce ne sont pas des sosies, ce ne sont pas des photocopies. Si c'est des photocopies, ça veut dire qu'ils ne sont pas consacrés, que ce ne sont pas des objets de culte. Mais lorsque c'est des objets authentiquement authentifiés, qui servent ou qui devraient normalement servir dans les couvents, dans les espaces sacrés,
qu'on retrouve ornant le salon de quelques individus repus ou ayant pignon sur rue, il faut se poser des questions. La première question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que cet objet sacré s'est retrouvé dans un espace non sacré? Il faut poser la question aux gardiens du temple. Il faut se poser la question aux voleurs. Il faut se poser la question aux anarcheurs. Il faut se poser la question aussi à ceux qui viennent pour rentrer dans le rythme de l'offre et de la demande. Les bénéficiaires de ces objets sont souvent inconscients des conséquences. Je prends par exemple un tambour sacré, le Sator en pays Agolin par exemple, qui a été sacré, consacré, qui a subi tous les rites. Mais parce que des touristes arrivent et trouvent la beauté de la sculpture, la beauté artistique contenue dans le tambour mâle et femelle, décident de le prendre. Et pour quelques poignées d'euros, un gardien de temple ou un voleur escalade le mur et va chercher ces tambours qui, parce que consacrés, habitent des énergies, habitent une entité, le dérobe et le vend. De part et d'autre, il y aura, puisque c'est une action, il y aura une réaction. Et la première réaction, c'est que si c'est un voleur, il s'est retrouvé dans un espace où il ne doit pas se retrouver. Il a touché à un objet qu'il ne doit pas toucher. Mais si c'est un gardien de temple arriviste, il est allé quelque part où il doit aller, il a touché à quelque chose auquel il doit toucher, mais il en a fait quelque chose qu'il ne doit jamais faire ou pour lequel il ne doit jamais faire ça. Et pour ces deux raisons, il doit subir le contre-coup. Et le contre-coup, c'est un ensemble d'événements de très mauvais augure. C'est un ensemble d'événements malheureux et fâcheux qui arrivent et qui même peuvent conduire à la mort. Les dignitaires de culte n'en sont pas inconscients. Effectivement, il en existe qui sont avides d'argent et cette forme d'avidité n'engendre que le mal. C'est bien d'avoir soulevé le sujet. On peut aider toute personne, même les étrangers, qui ont soif de délivrance. Cependant, plus question de vendre ou de céder aux étrangers nos objets de culte. Lorsque nous sommes en face de l'argent, si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous disons pas que ce patrimoine légué par les uns, nous devons le préserver et que nous ne pouvons pas résister devant l'argent, nous allons tout chambrouiller. Et ce serait grave pour la jeune génération. C'est justement pour ça qu'ils décident désormais de prendre leurs responsabilités. Ici, c'est la maison du Dieu tonnerre, maison du sceau. N'importe quel procès lié à la mauvaise manipulation du vaudou se tient ici. Et les autorités même nous reconnaissent cette faveur. C'est vrai, plusieurs adeptes profanent les objets de culte et nous n'hésitons pas à les envoyer en prison. La culture, d'accord, mais il faut accorder du respect absolu aux objets de piété du vaudou. Achille Zoron, bonsoir. Bonsoir. Merci une fois encore de nous retrouver sur ce plateau pour parler du patrimoine, surtout parce que cela est très très important. On a suivi le reportage de Arnaud Adadia. Peut-on dire déjà qu'on est en train de passer de l'étape du pillage au bradage aujourd'hui de nos objets, de nos patrimoines, de nos biens culturels? Pillage, bradage, je pense peut-être qu'il faut, avant d'aborder la question, comprendre un peu le phénomène, le processus, un peu plus professionnellement. Oui. Il faut croire et penser que le regard que l'art a posé sur l'objet rituel, sacré ou autre, a renforcé sa popularité, a renforcé sa force. Et donc, du coup, ça suscite beaucoup de curiosité et autres. Donc, ça alimente l'engouement de la demande. Donc, et quand la demande elle est forte, il arrive à un moment où on vient faire des assauts sur le marché, pour voir dans quelle mesure on peut faire des ponctions, on peut avoir la chance donc d'obtenir
l'objet désiré. Et il faut comprendre aussi que d'objets rituels, lorsque le processus de muséification a été installé, par exemple, et l'objet va passer de son statut rituel, et le musée étant l'espace transformationnel, va subir cette transformation et va devenir une œuvre d'art ou une œuvre vaudou. D'accord? Et donc, c'est tout ça, en fait, qui mène l'intérêt et de désirer cette œuvre-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cadre où ces œuvres-là sont volées et vendues? C'est qu'on arrive à des populations qui ont faim, d'accord, des gens qui veulent régler des problèmes de faim, etc., et qui estiment qu'il y a un objet, ça peut être un objet de la famille, qui pour eux n'a plus peut-être d'intérêt ou continue pas à avoir d'intérêt. Intérêt parce que, bon, entre-temps, l'arrière-grand-père l'avait fait et les enfants se sont convertis dans d'autres religions. Voilà. Donc le bien est resté dans la famille, mais plus personne n'en fait quelque chose. Donc cet objet qui n'a presque plus de valeur à leurs yeux parce qu'ils ne sont plus dans ces pratiques, sont facilement sortis donc de cet héritage familial et commercialisés dans des circuits que nous savons, dont on parle là. Bon, donc ce qui est sûr, celui qui vient dans l'intention d'acheter moins cher, vous voyez, on ne peut pas, et celui qui a faim, ne peut pas estimer le coût réel de l'objet qu'il a. Donc, dans ce sens-là, on peut déjà commencer par parler du système de bradage. Parce que ce n'est pas la valeur estimée du bien, ce n'est pas à cette valeur-là que le bien va être finalement cédé. Voilà. Alors, est-ce que la vente de ces objets est encadrée au Bénin? Est-ce qu'il y a une loi qui encadre cela au Bénin? Alors, le contexte juridique... il faut déjà dire une chose fondamentale. Oui, le Bénin a ratifié pas mal de conventions avec l'UNESCO, dont la convention qui protège les biens culturels contre les guerres, les vols, etc. Je pense que le Bénin a aussi en relation avec Interpol, qui, donc dans le cadre des législations ou des conventions UNESCO, déclare systématiquement on déclare auprès d'eux les objets volés et eux, ils font la traçabilité pour retrouver un peu ces objets-là. Voilà. Mais une chose est sûre, on ne peut rechercher quelque chose que lorsque la chose a été déclarée volée. Et donc, ce qui a lieu de faire, ou là où il faut s'y mettre l'attention, en fait, c'est le fait que le Bénin doit peut-être se doter de législation rendant un peu systématique les inventaires, un certain nombre d'inventaires de biens culturels d'importance. Voyez? Et donc, ce n'est que dans ce registre, dans ce système d'inventaire, donc un inventaire national, un fichier national d'inventaire, et qu'on peut hâter véritablement la sécurisation de ces œuvres-là ou de ces biens-là. Pour que ça reste un peu, ou au cas où ils seront perdus, on pourra aisément retrouver leur trace. Alors, donc pour le moment, rien n'est enregistré, il n'y a pas de recensement, on sait en réalité pas ce qu'on a comme patrimoine, parlant bien sûr de ces œuvres-là, cultuelles surtout. Ah non, on a des inventaires, d'accord? Mais par rapport aux objets rituels, ça c'est un autre registre. Donc c'est un peu plus... en fait, des objets rituels, normalement, n'étaient pas censés se retrouver dans un champ de commercialisation. Mais toutefois, lorsque ils sont à leur fin, je dis fin en termes de pratique autour, on pourrait toutefois, donc, parce que ces objets auraient garder des traces d'histoire, on pourrait maintenant les rendre dans le processus patrimonial. Et donc là, c'est à ce moment-là que le processus de recensement, d'identification et de documentation et donc, peut être fait.
Donc le Bénin, il y a quand même des politiques Porte-Novo, dans la mairie de Porte-Novo a été pas mal d'inventaires dans ce sens. Dans ce sens-là. Oui, il y a des politiques qui sont en œuvre par rapport à ça. Merci beaucoup à vous, Achille Zorong, d'être venu bien sûr sur ce plateau nous parler de tout ceci. On constate tout simplement que ce bradage est en train d'être fait et ça peut être bien sûr empêché à travers bien sûr les solutions que vous venez donc de proposer. À très bientôt. Merci. C'était Horizon Culture, chers téléspectateurs. On va passer à autre rubrique, l'ESPER, bien évidemment en place. Avec lui, nous allons parler des réformes qui sont en train d'être annoncées dans le milieu du culte vaudou. Il paraît-il que prochainement, voilà, il y aura que les initiés passeront moins de temps dans les couvents. Je pense qu'on aura le temps de savoir un peu plus comment est-ce que ça puisse vraiment marcher. C'est sur l'ESPER. Regardez. Désormais, moins d'exigences pour les prochains vaudoucis au Bénin. Mais comment est-ce possible ces réformes? Comment est-ce qu'on peut donc les mettre en œuvre? On va répondre à cette question avec l'aide de Bonaventure Dohou, qui est le secrétaire général du culte vaudou du littoral. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. On peut vous dire bonne fête déjà. Oui, merci. Alors, dites-nous, vous êtes en train d'annoncer, des réformes. Pourquoi des réformes? Est-ce que c'est pour permettre à plus de Béninois de s'intéresser au culte vaudou? Oui, exactement. Nous sommes en train d'annoncer les réformes parce que nous devons d'abord dire merci au chef de l'État, président Patrice Talon. Il a dit de révéler le vaudou au monde. Donc, avec ça, nous avons décidé d'accompagner le chef de l'État. Nous avons décidé de réformer un peu notre secteur. Parce qu'entre-temps, vous savez que quand vous rentrez dans le couvent, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de sortir. Ah oui? Exactement. 3 ans? 3 ans minimum. Maximum 5 ans. Avant de sortir? Avant de sortir. Du couvent? Oui, avant de sortir du couvent. Wow. Et vous êtes vaudouci complet. Maintenant, nous avons décidé de réformer notre secteur, de voir comment nous allons faire. Parce que le truc ne s'agit pas d'envoyer quelqu'un aujourd'hui et le sortir demain pour dire qu'il est vaudouci. Est-ce qu'il connaît? Parce que quand le vaudou, l'esprit du vaudou vient, il y a des langues que tu dois parler. Ce n'est pas la langue que tu parles que quand l'esprit du vaudou vient que tu dois parler. Est-ce que le fidèle, il est déjà préparé à accepter l'esprit du vaudou? Parce que le vaudou, c'est un vent, vous le savez, et l'esprit du vaudou peut venir à tout moment. Donc, nous sommes en train de travailler à réformer ça et à travailler aussi avec les adeptes dans le couvent pour que les choses aillent plus vite. Plus vite. Et donc, de 5 ans ou 3 ans, vous allez passer à combien de temps? Environ, il y aura... Parce que ce ne sera pas les mêmes choses. Okay. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs entités de vaudou. Il y a le Kula vaudou, le vaudou tina, le vaudou dan, le sakata, beaucoup de choses de vaudou. Oui. Donc, nous allons revoir dans les cas ce qu'il y a lieu de faire pour chaque entité. Il y aura des adeptes de quelques vaudous qui vont rentrer et sortir dans 3 mois. Il y aura des gens qui sont obligés de faire 9 mois, mais ça ne dépassera pas. Ça ne dépassera pas 9 mois, désormais? Non. Pour ceux qui veulent devenir vaudouci. Et il y aura aussi quelque chose que nous sommes en train de préparer, les cicatrices. Les cicatrices seront aussi réduites. Ce ne sera plus beaucoup comme avant. Ah oui, avant, c'est tout le corps. Hein? Voilà, avant c'est tout le corps, mais ce ne sera plus comme ça maintenant. Le vaudouci doit se déshabiller d'abord avant que tu ne sauras qui est le vaudouci. Mais il y aura des signes peut-être au front, peut-être à côté des joues, pour montrer que celui-ci est vaudouci réellement. Vaudouci réellement. Et tout cela, il va falloir donc expliquer à la jeune génération, il va falloir aussi expliquer aux uns et aux autres pour que les gens puissent les reconnaître désormais. Exactement. Il y aura un plan de communication qui sera mis en place pour ça. C'est le même plan. Il y aura beaucoup de plans de communication, même des journées de réflexion, des colloques où nous allons inviter nos jeunes à venir savoir ce que c'est que vaudou.
Parce que quand on parle du vaudou, les gens croient que c'est du côté négatif, c'est du mauvais, ça fait du mal. Non. Celui qui est parti chez un vaudou pour lui demander je n'ai pas de travail, je veux du travail, et il a eu du travail, est-ce qu'il est venu sur votre plateau pour dire une fois je suis parti prier tel vaudou pour avoir le travail? Voilà, nous allons lutter contre ça. Nous allons tout faire pour que les gens sachent réellement ce que c'est que le vaudou. Avant que les religions étrangères n'arrivent au Bénin, nos parents pratiquaient des choses. C'est le vaudou qu'ils pratiquaient. Et ils vivaient plus longtemps, des centaines d'années. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus la longévité? C'est le savoir-vivre qui en manque maintenant. Alors, le vaudou, c'est beaucoup plus basé sur le savoir-vivre? Oui, le vaudou, c'est beaucoup plus basé sur le savoir-vivre. Parce que quand tu es adepte du vaudou, on doit t'apprendre ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Chez le vaudou, on dit que quand peut-être, il y a les lois de la nature sont là. On doit te dire les interdits de la nature. Les lois de la nature sont comme des codes de verrouillage d'un portable. C'est déjà fait comme ça. Et quand vous attaquez, vous rentrez dedans, le portable est verrouillé, c'est comme ça. Vous savez, quand peut-être une lame ou bien un couteau vous coupe maintenant, vous allez prendre des médicaments et après va cicatriser. Mais la trace restera toujours là. Laissera cette séquelle pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui est passé sur votre corps et cette passage-là n'est plus comme venu de Dieu. C'est comme ça quand vous portez atteinte aux lois de la nature. Ça laisse toujours des séquelles dans votre vie. Et ça vous suit un peu à petit coup. Ça, on dit que quand tu es dans vos dons, tu vas mourir vite, Mais quand tu es dans les religions aussi emportées, tu vas mourir vite. C'est parce que tu as porté atteinte aux lois de la nature. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui couchent, excusez-moi, avec les femmes de leur papa. Qui couchent avec les femmes de leurs amis. Dans le vaudou, c'est interdit. Quand tu fais ça, tu sais que tu as porté atteinte aux lois de la nature. Et tu dois t'attendre quelque chose de retour. Voilà. Oui, parce que Dieu pardonne, mais la nature ne pardonne pas. Il faut expliquer ça aux gens. Alors, parlons bien sûr des exigences, des réformes. Vous avez parlé du temps à passer dans le couvent, qui ne va plus dépasser 9 mois. Vous avez parlé également des cicatrices qui seront donc réduites. Oui. Et quelle autre réforme encore? Il y a beaucoup d'autres réformes où nous allons, les adeptes doivent aller à l'école maintenant. Ah! Quand vous êtes vaudou, si maintenant vous devez aller à l'école, vous devez être militaire, vous devez être cadre dans l'administration un peu partout. Nous attaquons aussi à cette réforme. À cette réforme-là. Oui. Donc vous allez permettre aux enfants d'aller à l'école, désormais, les vaudous aussi d'aller à l'école. Mais étant dans le couvent, puisqu'il faut passer 3 mois, il faut passer 9 mois, est-ce que cette période-là, il va continuer d'aller à l'école? Oui, il va continuer d'aller à l'école. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour voir comment travailler dans cet état pour que, même si l'enfant, quand il quitte le couvent, il doit commencer ses cours normalement comme ça se doit. Il doit commencer, s'il est fonctionnaire, il y aura une demande qui doit être adressée à son service pour dire qu'il est appelé à être adepte, intégré dans le couvent. Donc maintenant, en commun accord avec le gouvernement, nous devons avoir l'autorisation pour l'inscrire dans le couvent et le ressortir. Il doit commencer ton travail. Alors, quand est-ce que vous allez mettre, bien sûr, au sud de tout le monde, ces genres d'informations? Est-ce qu'il y a des activités qui sont prévues pour partager, bien sûr, ces nouvelles réformes-là avec les populations, le public, de façon générale? Oui. Dans cette année 2019, c'est l'année de l'innovation. Nous allons innover. Nous allons partager avec les gens sur les réformes. Nous allons communiquer beaucoup. Nous demandons aussi votre collaboration. Quand nous allons vous inviter, il faut venir aussi nous soutenir pour que nous puissions passer l'information même au plus dernier des Béninois dans sa chambre. Pour qu'il ait l'information, pour qu'il écoute. Parce qu'il y aura ça dans toutes les langues nationales. Nous allons expliquer les réformes et dire comment on doit faire maintenant. Maintenant, après cette phase, nous allons parler avec l'État, signer un partenariat pour que les choses se passent, les réformes se passent en très bonne et due forme. En très bonne et due forme. Alors, il paraît que quand on est vaudou aussi, on ne quitte plus. Est-ce qu'aujourd'hui, les réformes vont toucher aussi ces exigences? Mais les réformes l'ont touché depuis longtemps. Vous savez, il y a des vaudous maintenant qui sont dans des églises, qui sont des pasteurs, des prophètes dans les églises. On ne refuse pas.
arrivé à un certain moment, l'homme a le droit de choisir sa vie. Mais qu'est-ce qui crée ça? C'est parce que les gens méconnaissent ce que c'est que le vaudou. Le vaudou te dit de respecter tel à tel endroit. Maintenant, toi, tu as vu que, bon, par exemple, quelqu'un qui, excusez-moi pour le terme, quelqu'un qui est parti coucher avec la femme de son père, pour se couvrir de quelque chose, il peut dire que le vaudou n'est pas bon, aller dans une église pour dire oui, Dieu est bon, quand j'étais souffrant, j'ai vu Dieu. Mais Dieu l'a pardonné réellement. Oui. Parce que Dieu est esprit. Dieu l'a pardonné. Mais les lois de la nature à qui il a porté atteinte, est-ce qu'il est pardonné là? Non. Ça va le suivre durant tout le cours de sa vie. Donc c'est ça que nous allons expliquer aux gens. Il faut choisir, la vie est un choix. Choisis de faire du bien, tu vas vivre longtemps. Même si, c'est ce que les gens ne savent pas, même si tu ne vas pas à l'église pour aller prier, même si tu ne vas pas chez le vaudou pour aller prier, demander pardon, tu respectes seulement les lois de la nature, tu vas vivre longtemps. Plus de 100 ans même. C'est ça en réalité. Oui, c'est ça en réalité. Respecter les lois de la nature. Ne tue pas ton prochain. Ne pense pas mal de ton prochain. Ne détruis pas un être humain. Il ne faut pas coucher avec la femme de ton ami. Ça, c'est les interdits. Parce que quand tu couches avec la femme de ton ami, tu manges avec lui là. Le jour que tu seras malade, quand lui va venir te rendre visite, parce que lui ne sait pas quand il va venir te rendre visite, tu vas mourir. Même, il peut avoir le grand docteur du monde qui va venir te traiter, tu vas mourir. C'est la loi de la nature. Donc c'est comme ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, vous pensez que c'est parce que les jeunes n'arrivent plus à adhérer, à intégrer la religion, nos religions endogènes, que vous avez décidé donc de procéder à ces réformes? Ou c'est juste pour révéler le vaudou au monde entier? Monsieur le journaliste, oui. Je vous dis merci pour ça. Cette question-là, je l'attendais depuis longtemps. Et c'est la dernière question? Oui, exactement. Vous savez, au Bénin, nos jeunes, il y a quelque chose qui a pris le dessus du vaudou que vous ne savez pas. C'est ça qu'on appelle le obo. Le obo, c'est un couteau à double tranchant. Nos jeunes, vous avez... Donc, le bo est différent du vaudou? Le bo est différent du vaudou. Le bo, je sais ce que je vous dis. Ce qui est là, c'est trop profond. Le bo, les gens ont pris ces derniers temps-ci, vous avez vu, il y a des remous, on a dit qu'on égorge des gens pour des sacrifices. Ce n'est pas le vaudou. Au Bénin, là, depuis nos aïeux, là, quand un dignitaire, un prêtre du vaudou ou bien un adepte, là, ton frère, même père, même est décédé, tu es rentré dans la chambre pour voir son corps, là, tu ne peux jamais aller chez le vaudou. Sans te purifier. Et ce n'est pas le jour là même que tu vas te purifier, c'est jusqu'au lendemain. Pourquoi on va prendre un être humain pour faire sacrifice pour le vaudou? C'est le beau. Ils sont partis chercher ça dans les pays limitrophes. Nous allons travailler, sensibiliser aussi les gens pour ça, pour lutter efficacement contre cela. Il y a des gens maintenant qui vont aller à Tokpa, quelque part, ou bien au rôle des arts pour aller payer des pelles pour être dignitaires maintenant. Nous allons lutter contre ça. Nous allons organiser des journées de réflexion et des visites de sites. Quand vous dites que vous êtes Hounon, on va aller vous visiter pour voir ce que vous faites et vous êtes Hounon. Vous êtes dignitaire de qui? Vous êtes intronisé par qui? Qu'est-ce qui est dans la maison et vous dites Houn là, c'est vaudou, c'est le sang. Maintenant, nous allons visiter ça pour voir de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu fais. En tout cas, des réformes qui sont annoncées déjà sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Bonaventure Dohou, secrétaire général du culte vaudou du littoral. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA.
Nous allons passer bien sûr au journal. Et là, ça va parler beaucoup plus du vaudou. Vous allez constater tout simplement avec Amandine Anembossou à la présentation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Nos divinités sont mises en lumière ce 10 janvier. C'est la fête des religions endogènes. La 27e édition, le vaudou est considéré aussi comme l'un des piliers du développement. Nous avons plusieurs divinités au Bénin, parmi elles Mamiwata, encore appelée déesse des eaux. Un zoom sur les accoutrements de ses adeptes dans ce journal. À l'occasion de la fête du vaudou, plusieurs animaux ont été offerts en sacrifice aux divinités. À la veille de cette fête, les marchés de bétail et de volailles ont été pris d'assaut par les adeptes des religions endogènes. Le Bénin célèbre aujourd'hui 10 janvier l'édition 2019 de la Fête nationale des religions endogènes, une célébration qui rend hommage aux différentes divinités et qui se caractérise par des prières, des sacrifices et autres démonstrations culturelles et cultuelles. Les religions endogènes, selon les adeptes, procurent le bonheur et le bien-être. Il est aussi un levier de développement. Reportage. Patrimoine immatériel du Bénin, le vaudou est à l'origine du savoir-faire et des pratiques artistiques et culturelles soutenues par des sonorités spécifiques. Son influence dépasse les frontières béninoises. Le vaudou, c'est Dieu. En ce sens que le vaudou, pour ceux qui l'acceptent comme tel, c'est la cause causante. C'est la force première. En tant que tel, le vaudou relève d'une sacralité. Le vaudou est au centre de toutes les préoccupations. Ce sont des esprits, des milliards d'esprits qui circulent dans le vide universel. Que nous, on va chercher, on met dans les représentations du bois, il y a des esprits. Dans le couvent, il y a des esprits dedans. C'est pourquoi on l'appelle des représentations anthropomorphiques. C'est ça, vaudou. Commémorer chaque 10 janvier la fête du vaudou, loin de son aspect festif, revêt une signification plus profonde qui transcende les générations. La journée instituée au-delà de ces aspects festifs permet sur le plan social de se poser la question de savoir qui sommes-nous fondamentalement. Si nous ne nous retrouvons pas derrière un rounon pour bouffer la cuisse de poulet ou de mouton, ça devrait nous permettre de nous réfléchir sur nous-mêmes et dire qui sommes-nous. Et à partir de la réponse que nous trouvons grâce au vaudou, à partir du vaudou, avec le vaudou, à travers le vaudou a permis au Bénin tout entier de se réconcilier un tant soit peu avec la laïcité contenue dans sa constitution. C'est l'une des rares fois où, c'est la seule fois, c'est la première fois où on a évoqué une journée entière consacrée au vaudou et qui permet une certaine réflexion. Depuis 1892, la légende suit son cours. Considéré comme une religion de la nature, le vaudou a permis au Bénin de se développer. Et lorsque vous voyez le gisement, lorsque vous voyez le potentiel, car le vaudou, vous vous direz sans doute que le développement socio-économique du Bénin passe par la culture générée par le vaudou ou n'existera pas ou ne passera pas. Parce que ce soit sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan technologique, le potentiel n'est même pas encore entamé. Comment nous autres Béninois, nous nous saisissons de cette dimension profane, pas rituelle, pas initiatique, pas sacrée, mais de cette dimension séculière, cette dimension profane pour offrir au monde ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus vrai, ce que nous avons de plus profond, c'est vers le vaudou. Pour réfléchir, si tu n'es pas en équilibre avec le cosmos, tu ne peux pas le faire. Parce que le cerveau est un magasin. L'intelligence n'est pas du cerveau. L'intelligence vient de la mémoire collective et qui circule dans le vide universel. Donc, vaudou permet
de faire ces réalisations qui participent au développement. Un développement équilibré et durable ne saurait se faire sans la prise en compte des valeurs endogènes et des traditions. Le vaudon est le développement. Le vaudon, c'est lui ou rien, c'est lui ou personne d'autre. Parce qu'il génère une culture à l'intérieur de laquelle nous sommes. Et si jamais nous voulons, nous décidons, nous osons tenter quelque chose en oblitérant tout ce que le vaudon apporte et génère comme culture sur tous les plans que je viens d'annoncer, nous ne réussirons pas. Mami Wata, encore appelée la déesse des eaux, est une religion pratiquée par bon nombre de Béninois. Ses adeptes se différencient de par leur accoutrement. Patrick Adjagbodjou s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. Mami Wata, divinité des eaux. Blanc, c'est la couleur qui les symbolise. Au fait, c'est la couleur de la mer. On veut imiter la mer. C'est pourquoi on veut signifier la sainteté de cette divinité. C'est pourquoi le blanc est exigé. Et le blanc, c'est pas, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qui doivent porter le blanc. Ce n'est pas le blanc toute la semaine, non. Il y a certains jours qu'on respecte. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle s'est donnée comme couleur, la couleur blanche. Cette prescription est respectée non seulement par les prêtres et les prêtresses, mais aussi les adeptes. L'autre exigence, c'est le port des pelles, une coutume identitaire qui ajoute un grain de beauté à leur prestance. Si vous voyez la dame qui est à ma droite, vous verrez qu'elle a une perle au pied gauche et elle a nécessairement je ne sais pas, un bout de pain noué qu'elle a mis sur son épaule. C'est ça qui signifie qu'elle est une prêtresse. Une fois avoir son perle au pied gauche, elle est une prêtresse. Mais si vous voyez celle qui a les deux pieds avec les deux pelles au pied, là, c'est une adepte. C'est une adepte. Au cours d'un prêtre de Mamidan, vous verrez cette pelle-là, qui signifie que quand un initié vous voit avec ça, il sait en même temps, même sans les pelles de pied gauche là, il sait en même temps que vous êtes un prêtre ou une prêtresse. Le chapeau, c'est pour les dignitaires, c'est pour les prêtres du culte. Et nécessairement, ça doit être un chapeau blanc. Et quand tu es intronisé prêtre du culte Mamidan, c'est fini. Et personne d'autre ne pourra plus voir ta tête. Ta tête ne serait plus nue. Ça doit être toujours couvert. Au-delà de leur apparat, il y a des rituels d'allégeance, prières et vénération. Une tradition pour témoigner fidélité et obéissance à la déesse des eaux. La Séroma, la Nyanou, alors le Tohomlo Kanzozoa, FIFA Koyanou, mais Soumyon, Yokwame, Dagbenaime, Chavaniaba, Des pas de danse et des chants pour magnifier la puissance et la bienveillance de la divinité Mami Wata, une divinité vénérée au quotidien dans les temples et couvents des religions endogènes. À la veille de la fête du 10 janvier, c'est l'affluence dans quelques marchés de Cotonou, surtout ceux dédiés au bétail. On note la présence des adeptes du culte vaudou qui se sont procurés des animaux à offrir en sacrifice aux divinités. Enoch Rumpati est allé faire le constat. Reportage. 10 janvier, date consacrée pour honorer les divinités endogènes. À l'instar des jours ordinaires, c'est un moment qui rime avec une pluie de sacrifices d'animaux par les dignitaires et adeptes des différentes divinités du panthéon vaudou. Nous sommes ici dans l'un des marchés de Cotonou. Bégamin, les clients se font rares chez cette revendeuse
de volailles. Il n'y a pas d'affluence. En plus, les marchandises sont chères. Les prix varient selon la proportion des animaux. La situation économique est indécise. Ce revendeur ne partage pas la même opinion. On vend, il y a des gens qui viennent, les religieux traditionnels viennent pour payer les poulets. Il y a quelqu'un qui vient payer les canards, les œufs, les pigeons. En tout cas, on vend quand même. Les canards sont à partir de 5 000 jusqu'à 8 000. Les dindons sont à partir de 15 000 à 20 000. Mais les poulets sont moins chers puisque les autres restent. Il n'y a pas, on va augmenter l'argent, on va dire non. À quelques mètres d'ici, nous voici au marché de bétail de Weiho-Vodje, toujours à Cotonou. À notre descente, nous avons croisé ce haut dignitaire qui s'apprête à embarquer ses moutons, à sacrifier une fois chez lui. Je suis venu acheter des moutons pour des sacrifices à mes divinités. Je suis attaché à cette divinité Gou parce qu'elle fait mon bonheur. D'un dignitaire à un autre, les avis sont convergents. Les sacrifices sont le symbole de reconnaissance aux divinités. Je suis venu acheter des moutons pour mes divinités parce qu'elles me font du bien. Nous, on travaille en fonction des jours favorables. Donc hier, c'était un jour favorable que nous avons déjà immolé. Le jour de la fête, nous allons encore immoler un cabri. Le matin, on leur a déjà immolé les animaux et les poulets de choix de chacune des divinités. Le bonheur, la grâce des divinités, la prospérité de toute la nation entière. Le 10 janvier offre l'occasion aux commerçants d'accroître leur chiffre d'affaires. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de BB24. Allez, merci beaucoup à vous, Amadina Niambossou, pour la présentation du journal. Le grand rendez-vous va continuer. Et avant, bien sûr, de suivre la météo, pour clôturer, bien sûr, cette édition, nous allons vous rappeler la question de la semaine sur la page Bénin Business 24, la page Facebook, bien évidemment. C'est la suivante, parlant bien sûr de la question: pourquoi le mois de janvier est-il difficile à vivre financièrement? Surtout, pourquoi le mois de janvier est souvent si difficile à vivre? Réponse sur la page Facebook de Bénin Business 24. Demain, on va faire le point, bien évidemment, avec l'aide de Adonis Bon, bien évidemment, sur la rubrique ActuWeb. Pour le moment, nous allons rappeler la météo avant de partir.
Merci donc à tous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur BB24. Restez toujours BB24. Demain, 19h00, on va se retrouver pour une autre édition du Grand Rendez-vous. Ciao.